Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire dédié au pilotage financier dans le secteur du private equity. Un webinaire durant lequel nous allons parler des enjeux auxquels les acteurs de cette industrie doivent répondre dans un contexte d'incertitude croissante et comment y répondre notamment au travers de la gestion des données pour mieux prévoir et agir au quotidien. Avant de démarrer, quelques rappels sur le fonctionnement de la plateforme Webikeo. Vos micros sont désactivés. Vous pouvez néanmoins poser toutes vos questions au travers de la fenêtre de chat qui est présente en bas à droite de votre écran. Et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la présentation. Je suis Laura Sigurdsson, responsable marketing chez GDocs, et aujourd'hui, ce webinaire sera animé par 3 intervenants. Alors tout d'abord, Laurent Mabilot. Laurent qui a 24 années d'expérience dans les métiers de la finance au service de la stratégie des entreprises, dont 15 ans de direction financière dans des groupes multinationaux à des niveaux de responsabilité variés, au siège, filiale ou en région. Expérience démontrée dans la conduite d'un retournement d'entreprise, la financière et le pilotage de la performance financière. Déploiement de savoir-faire dans des secteurs d'activité tant industriels que tertiaires, tels que la communication extérieure, les emballages, télécommunications ou transport routier. Et enfin, 9 années de private equity, consacrées au développement d'un modèle unique de gouvernance et à la création de valeur au travers de 12 opérations de LBO. Bienvenue Laurent. Oui, bonjour. Laurent Mabilot. Écoutez, je suis content d'être avec vous autour de ce webinaire pour vous faire partager mon expérience et puis spécifiquement vous dérouler un peu les petites spécificités du déploiement d'un projet de business intelligence dans un fonds de private equity. C'est ce que j'ai fait moi-même de mon temps chez LBO France, et donc je vais essayer de rendre cette petite présentation la plus concrète possible pour vous. Merci beaucoup Laurent. Luc Deladille, directeur conseil et data chez Polaris, qui accompagne notamment les clients du secteur private equity dans leurs projets. Luc, bienvenue. Bonjour à tous, merci Laura pour cette introduction. Et enfin, Romain Schneider-Monory, responsable de la partie avant-vente chez GDocs. Bienvenue Romain. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de présentation, dont 10 minutes d'échange à la fin de ce webinaire. Donc Laurent, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci. Donc on va essayer de tenir sur un quart d'heure, 20 minutes de partage de mon expérience autour de plusieurs axes, un certain nombre d'axes de constats un peu de ce qui se passe dans l'industrie et de comment l'industrie au jour d'aujourd'hui est plus ou moins mature sur les sujets digitaux. Également un certain nombre de constats sur l'évolution de notre métier et de ses contraintes. Depuis Lehman Brothers, on a une tendance lourde sur les sujets de compliance notamment, et on verra comment la business intelligence peut y répondre. Et puis on a derrière nous, alors jusqu'à Covid-19 bien sûr, une croissance forte de notre secteur. Certains parlent même de bulle. Donc avec des portefeuilles qui augmentent en taille, des enjeux également financiers qui sont de plus en plus conséquents, des attentes des investisseurs en termes de performance et de contrôle qui sont plus importantes. Et donc dans cet environnement-là, je vais essayer de vous dérouler comment un projet de business intelligence peut y répondre, et comment finalement de manière assez mesurable, une fois ce projet déroulé, un fonds s'en trouve quand même nettement plus performant. Alors sur les sujets, sur le premier sujet de maturité digitale du private equity, moi j'ai un background d'opérationnel. Quand j'arrive en 2010 dans l'industrie, je suis quand même assez estomaqué de constater que le principal système d'information dans les fonds de private equity, c'est l'email et PowerPoint, qui sont certes des systèmes assez intéressants pour communiquer, mais pas de superbe qualité pour traiter de la donnée. Je suis également assez surpris de constater qu'il y a un nombre d'acteurs dans le marché qui proposent leurs services, qui passent quasiment toutes les semaines chez LBO France et probablement chez vous, pour proposer des solutions, des savoir-faire divers et variés.
quand moi je creuse ces différents intervenants qui viennent nous pitcher régulièrement, je constate que parfois ce sont des boutiques composées de 2, 3 personnes qui se proposent donc de développer des systèmes d'information et donc a fortiori pour les fonds de laisser reposer l'intégralité de leurs données sur des structures extrêmement légères. Donc une première série de constats qui il y a une dizaine d'années arrivait quand même à un niveau de maturité de 1 sur une échelle de 10, quoi, donc très faible. Alors pour des raisons assez simples, après réflexion, c'est qu'il y a un écart assez conséquent entre le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire que la plupart des fonds de private equity en France, ce sont des équipes de 15-20 personnes, pas plus, sauf pour les très grands acteurs, ce sont souvent des équipes très courtes. Et donc pour les éditeurs, pour les intégrateurs, pour tous ceux qui travaillent autour de cette industrie, sont finalement des clients relativement peu intéressants. En BI et en business intelligence, les grands éditeurs ont des grilles de tarifs qui commencent à 100 utilisateurs. En dessous, ils ont un petit peu de mal à le faire. Ça, c'était une première raison qui fait que cette industrie finalement n'a pas bénéficié, comme toutes les autres industries, n'a pas réellement bénéficié de ces technologies qui arrivaient sur le marché, parce que n'étaient finalement pas économiquement intéressantes. Par contre, en rapport de ça, il y a des enjeux conséquents. C'est-à-dire qu'un fonds d'une quinzaine ou vingtaine de personnes peut se retrouver à avoir sous gestion 500 millions, 1 milliard d'euros, à avoir des bulletins de souscription encore à déployer pour 200, 300 millions, et finalement se retrouve avec des niveaux d'enjeux qui sont extrêmement conséquents, mais finalement avec peu de moyens pour les gérer et les sécuriser. Donc ça, voilà. Donc ça, quand j'arrive dans l'industrie, on en est à peu près là. Entre-temps, ça a fortement évolué. Alors, principalement parce que le marché a été quand même sous contrainte. Ça vous l'avez tous vécu, et nous-mêmes, on l'a vécu des années 2012 à 2015. Hein. Il y a eu des sujets réglementaires qui ont fortement évolué, hein, de compliance, avec des audits assez conséquents sur l'ensemble des process. Alors dans les 2 process qui vont bien sûr être impactés par les sujets qu'on va aborder, hein, il y a bien sûr les de reporting, hein, de rapport de gestion. D'où vient la donnée qui sert à produire les rapports de gestion? Comment s'assure-t-on que cette donnée est de qualité? Cette donnée est-elle sécurisée? Qui la valide? Comment arrive-t-elle? Avec quel process devant les yeux de vos investisseurs? Et comment pouvez-vous garantir que cette donnée restera sécurisée dans le temps, ne sera pas détruite ou modifiée par un utilisateur, ou si elle l'est, quels sont les niveaux de contrôle pour le faire, etc., etc. Donc toute une série, et pour l'avoir vécu en termes d'audit, hein, toute une série de questions très classiques d'auditeurs, hein, pour toute société, mais qui sont pas si simples c'est pas si simple de convaincre un auditeur sur ces sujets-là quand on n'a pas un système d'information. Quand on a simplement Excel, garantir que les données sont sécures, c'est quand même extrêmement compliqué. Ensuite, toute une autre série de sujets et qui va aussi avec la qualité de l'information financière, qui sont autour de la valorisation, où là, moi-même, sous forme d'audit très concret, hein, j'ai dû démontrer comment les données qui avaient servi à la valorisation avaient été fournies par nos participations, quels étaient les critères qui avaient prévalu au choix de la valorisation, comment les comités se déroulaient, avec quelles données, comment les deuxièmes comités de conclusion se déroulaient. Donc en gros, toute une série de sujets autour du workflow de valorisation que seul un système d'information permettait également de tracer et de documenter. Troisième sujet réglementaire qui là est du gré à gré entre les investisseurs. Bien sûr, on est tous contraints sous contrainte de délai vis-à-vis de nos investisseurs. On s'engage à un délai, alors 60 jours fin d'année, selon ce que l'on a négocié, mais trimestriellement, en général à 60 jours, on est sous contrainte de produire un rapport de gestion qui comprend bien sûr des données de niveau fonds, hein, donc où en sont mes bulletins de souscription, où en sont mes retours, et également de données participation, comment se porte mon portefeuille. Et ces délais-là ont tendance à se raccourcir, hein, parce que par transparence, nos investisseurs eux-mêmes cherchent bien sûr à être quasiment en temps réel, hein, à se rapprocher d'un marché coté, donc avoir de l'information de bonne qualité dans un délai court.
Donc toutes ces contraintes que moi j'appelle réglementaires ont poussé, je pense, une partie de l'industrie à se professionnaliser sur le sujet de la donnée. Deuxième série de contraintes qui jalonnent la vie d'un fonds, mais il y a la performance. On est là pour faire bien sûr du retour pour nos investisseurs, mais hélas, il n'y a de performance que de performance démontrée. Et donc ça, c'est aussi, ce sont des contraintes, j'ai envie de dire, un peu moins réglementaires, un peu moins écrites, mais qui sont devenues de plus en plus conséquentes. Il faut être capable de rendre compte de l'évolution d'un portefeuille, de rendre compte de nos choix d'investissement et de nos choix nos choix de sortie, avec bien sûr des fonds de plus en plus conséquents en termes de taille. Globalement, les fonds entre 2010 et 2015 ont tous augmenté de 30 ou 40%. Certains fonds ont même parfois doublé. Donc, ont vu la taille de leur portefeuille et la taille de leurs enjeux doubler sur la même période. Donc, on a bien sûr une forte attente des investisseurs à générer du retour, mais surtout à être capable de le démontrer et de démontrer que ce qui est encore en portefeuille va continuer sur la même tendance. Et donc, on a des besoins de prospective de plus en plus conséquents avec des portefeuilles de plus en plus conséquents. Donc, cette contrainte de performance et de démonstration de la performance, c'est typiquement ce qu'on appelle business intelligence, c'est-à-dire être capable de saisir les KPI sous forme de nuages de points, sous forme de tendances, sous forme d'un certain nombre de formalisation, sur des séries longues de données, que seule la business intelligence, que seuls les sujets de data tels qu'on propose de vous les présenter peuvent le permettre. Alors finalement, on a un peu couvert le troisième point de mon témoignage, c'est comment supporter la croissance par la digitalisation. Quand on est un fonds, c'est avant tout, à mon sens, en faisant de la productivité. C'est-à-dire qu'un fonds a quand même vocation plutôt à sélectionner des bons actifs avec des bonnes équipes de management, à plutôt quand même comme fonction d'accompagner ces mêmes sociétés qui auront été acquises dans leur vie avec des hauts et des bas, avec des choix stratégiques importants à faire, et puis bien sûr d'être extrêmement instrumental dans la phase de sortie pour en tirer la meilleure valeur. Donc, ce qui veut dire que tous les sujets qu'on a listés avant sont des sujets de plus en plus présents, qui s'imposent au fonds de private equity, mais qui restent quand même d'un second ordre. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir être performant, il faut finalement être productif sur toutes les figures imposées, tout ce qui s'impose à l'industrie. Il faut être productif d'un point de vue commercial, bien sûr, il faut être convaincant, il faut bien sûr assurer la levée suivante, mais quand même le fond du métier, c'est quand même de dégager du temps aux managers, aux directeurs, aux managing directors, aux partenaires, qui sont quand même en théorie qui ont plutôt vocation à faire de l'investissement. Donc pour moi, supporter la croissance par la digitalisation, c'est faire de la productivité, et c'est être capable d'accompagner nos sociétés, être en alerte et être capable de les alerter, parce que nous-mêmes on a une vision sur leur évolution, parce qu'on s'attache à suivre leurs données, qu'on va donc être en réactivité et on va être capable de les accompagner. Tous ces constats-là, quand moi je prends le sujet en montant chez LBO France, ça a été donc de faire exactement les constats que je viens de dérouler, et avec un peu ma trousse à outils d'opérationnel, de se dire que ces sujets-là sont pas des petits sujets, ce sont des sujets transverses, qui impliquent les équipes d'investissement, qui impliquent le back-office, qui impliquent les relations investisseurs, qui impliquent le responsable compliant, RCCI, tel que dénommé en France, qui implique nos auditeurs, et qui implique bien sûr au plus haut niveau le fondateur ou le dirigeant, parce que c'est lui finalement qui est responsable de l'ensemble de ces sujets. Donc, un premier constat, un premier ancrage,
le temps de la réflexion et du choix des solutions est un temps extrêmement important. J'ai repris, avant de faire cette présentation pour vous aujourd'hui, les documents projets de l'époque. Le temps qu'on va appeler de la réflexion, c'est de la définition des besoins et du choix du logiciel, a représenté bon an mal an 45% du temps projet. Sur un projet qui a duré 9 mois, au mois de mai, on faisait le choix de la solution et on contractualisait avec la solution de BI qui va vous être présentée. Ça veut dire que les 4 premiers mois de ce projet, qui ont été menés en tant que projet, ont été des mois extrêmement importants de constitution d'équipe, d'alignement, de choix de ce qu'on allait attendre exactement et précisément de cette solution, bien sûr de son périmètre et des moyens on se préparait à mettre en œuvre pour les atteindre. Alors ça paraît extrêmement long, 4 mois, puisque finalement au bout de 4 mois en tant que chef de projet, on a atterri en tant qu'équipe à peu près, même probablement très rigoureusement, là où je pensais que le projet allait atterrir, c'est-à-dire avec le choix de la solution BI que j'avais à peu près envisagé et le choix de l'accompagnement que j'avais envisagé. Toutefois, les 4 premiers mois ont été des mois extrêmement importants pour l'équipe de se rendre compte de ce qu'il allait falloir déployer comme moyen ensuite en phase projet, pendant le temps du projet, pour arriver au bout. De se rendre compte que le projet pouvait être assez protéiforme, donc il y avait on pouvait autour de ce projet-là avoir beaucoup d'attentes diverses et variées, extrêmement complexes, extrêmement sophistiquées, extrêmement enthousiasmantes, ou bien extrêmement terre à terre, qu'il allait peut-être falloir faire des choix si on voulait rester dans un temps contraint et dans un budget contraint, et il allait falloir pour chacune des équipes nommer des experts qui allaient prendre les sujets et qui allaient consacrer entre 30 et 40% de leur temps, alors qu'ils avaient déjà un vrai job, entre 30 et 40% de leur temps à ce projet, quand ce projet allait devenir assez dense. Donc, un premier conseil au travers de cette histoire, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour aligner les équipes et pour vous convaincre tous qu'on va aller jusqu'au bout de ce projet. Ensuite, bien sûr, est venu le temps de l'implémentation, le temps du projet, qui a été finalement assez court, parce que quand on prend suffisamment de temps en amont, finalement le projet se déroule de manière assez sereine. Alors comment ça s'est déroulé, On s'était fixé des objectifs extrêmement concrets. On s'était proposé de traiter dans ce projet toute la partie suivi de participation, donc comment résoudre la problématique de la multiplicité des fichiers Excel que j'imagine vous connaissez tous, une participation avec qui on a une relation normale d'actionnaire à participation, vous envoie beaucoup de données, à minima tous les mois, de la donnée de niveau management, de la donnée financière, de la donnée non financière, du suivi de projet, des comptes rendus de conseils de surveillance, des comptes audités, des budgets, des business plans, des reforecasts, etc., etc. Donc on reçoit finalement, quand on a un portefeuille de données, on reçoit quand même énormément de données, et ces données ne trouvent pas vraiment d'endroit où se loger de manière structurée. Donc c'était un des premiers objectifs qu'on s'était fixé sur le projet, c'était de résoudre cette problématique qui était assez conséquente. La deuxième problématique qu'on s'était proposé de traiter en termes de suivi, c'était améliorer le versionning des données, c'est-à-dire que ce qui est de notre fenêtre était compliqué et qui finalement, une fois qu'on a eu notre système installé, est devenu un jeu d'enfant, c'est que vu de notre fenêtre, il y avait rien qui ressemblait plus à un EBITDA qu'un autre EBITDA. On est capable de recevoir pour une même période donnée 3 EBITDA différents. Un EBITDA projeté quand on est au mois de novembre, on commence à avoir un atterrissage d'assez bonne qualité, un reforecast de fin d'année. Quand on est au courant du mois de janvier,
on reçoit un EBITDA reporting qu'on utilise d'ailleurs en général pour notre communication auprès des investisseurs. Et puis 3 ou 4 mois plus tard, on reçoit pour cette même période un EBITDA audité reçu par les commissaires aux comptes sous forme d'un rapport. Et donc rien que ce même EBITDA appelons-le EBITDA 2019, il se retrouve à avoir 3 ou 4 versions différentes. Et typiquement, ça, on avait énormément de mal à le gérer. Troisième sujet qu'on avait appelé une opportunité, hein, ça a été une fois qu'on s'est dit qu'on allait traiter les sujets un peu simples, mais assez épineux quand on est sous Excel de traçabilité de la donnée, c'est qu'on allait pouvoir étendre le périmètre des données exploitées, hein, donc aller sur des données nettement moins comptables, nettement moins financières, des KPI, des effectifs, des informations sectorielles, des comparables, hein, que font nos pairs dans la même industrie, des sujets ESG, etc. Donc ça, ce qu'on s'était fixé également, c'était de faire un exercice de créativité, c'est-à-dire une fois qu'on aura fait les choses qui avant étaient difficiles et qui seront devenues faciles, comment on va pouvoir également un peu déployer nos ailes sur des sujets un petit peu plus qualitatifs. Toujours en silo, le deuxième pan complet qu'on s'était et j'irai un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas traité directement avec de la BI, mais dans ce même projet, on s'était proposé d'améliorer bien sûr l'ensemble des sujets de back-office, hein, avec l'archivage et le partage dans une source unique de toutes les données investisseurs, bien sûr les appels et distributions de manière bien plus traçable sur une base de données unique, et également créer de la productivité avec nos commissaires aux comptes sur l'ensemble des flux de l'année avec nos investisseurs. Certains fonds ont des structures assez simples, ça peut devenir relativement complexe quand par transparence on va jusqu'au véhicule qu'utilise notre investisseur pour investir dans nos fonds. Et puis troisième sujet, en silo, on se proposait donc de traiter le fundraising. Et là, la BI est redevenue instrumentale, hein, avec bien sûr l'amélioration qualitative et quantitative de nos rapports, hein, avec un raccourcissement des données, une réelle largeur de reporting et de données rapportées, qui a mené jusqu'à la refonte complète de notre rapport de gestion dans un second temps. Donc le temps du projet finalement avec ces attendus-là a été assez court, hein, puisque le projet était mené de mai à novembre, hein, de mai à octobre. On a été en production dès le mois de septembre sur notre rapport de gestion. On a eu sur le sujet purement BI en termes d'implémentation un temps relativement court, puisqu'entre le go concret, choix de la solution et le premier rapport de gestion, il s'est écoulé 3 mois, dont un mois d'août. Avec bien sûr reconstitution des données historiques, bien sûr le paramétrage de la base, la refonte du rapport, puisque bien sûr on avait un nouvel outil qu'on se proposait d'exploiter. Donc le temps du projet, il est devenu assez simple. Il a connu des hauts et des bas, et on verra après dans les facteurs clés de succès comment on peut traiter les phases basses. Mais on l'a tenu dans un temps assez contraint et finalement assez court. Donc si je vais sur les gains obtenus, alors ils ont été immédiatement mesurables, hein. Quand on passait plusieurs week-ends sur le rapport de gestion, quand on passait au moins un week-end par mois sur notre rapport interne mensuel, quand on passait sur la valorisation au moins également un week-end, parce que bien sûr tout ce temps-là n'était pas du temps opérationnel, hein, c'était du temps entre guillemets de back-office, hein, donc il n'y avait pas vocation à être traité sur les heures normales de la semaine. Et ben en fait tous ces week-ends-là sont devenus disponibles. Alors, ça a été assez vite concret, hein, en termes de qualité de vie. L'ensemble des gens qui étaient impliqués dans ces process-là ont eu un gain assez immédiat. En termes de délai de production,
Également, notre rapport de gestion, nous n'avions globalement quasiment jamais tenu le 60 jours. On était plutôt à du 75, voire 90 jours. On avait systématiquement entre 15 jours et 4 semaines de retard sur le délai sur lequel on s'était engagé. Post-implémentation, on n'a plus jamais dépassé les 60 jours. On a même parfois été en avance. Dans la série des KPI également important, les réunions de valorisation se passaient systématiquement en 3 temps. Elles ne se sont plus jamais passées qu'en un seul temps. Alors pourquoi en 3 temps, hein? Parce que la collecte, quand on se retrouvait avec 32 lignes à valoriser en une seule réunion, la collecte des données, le déroulé des modèles, les calculs par transparence entre les fonds de co-invest, les fonds principaux, les co-associés, la dilution des managers, enfin tout ce que vous savez, tout ça est devenu un jeu d'enfant. Et donc dans le passé, tout ça prenait un temps fou. Donc on faisait une première réunion, on se retrouvait à faire une première réunion de cadrage finalement, qui finalement n'était jamais conclusive. On arrivait à une deuxième conclusion qui techniquement, on arrivait à une deuxième réunion qui techniquement était un peu plus aboutie et on pouvait commencer à dérouler les sujets, mais toujours pas en live et toujours pas avec un résultat final pour la valorisation du fonds. Et finalement, on devait faire une troisième réunion entre techniciens pour valider que la valorisation tenait la route. Post-implémentation de nos outils, ça se déroulait en une seule réunion en direct. Et quand les options étaient prises, les valorisations étaient refaites en direct avec l'ensemble des calculs par transparence qui se déroulaient devant les yeux des participants avec de la donnée historisée, donc les valorisations, les 10 dernières valorisations de la participation considérée, trimestrialisée, etc., etc. Donc on se retrouvait bien sûr dans des réunions bien plus productives, et là on a fait gagner du temps bien sûr au COMEX, au directeur d'investissement, et après dans un second temps à nos commissaires aux comptes, puisque tout ça était parfaitement documenté. Troisième type de gain fortement mesurable, c'est la préparation de nos réunions annuelles investisseurs, hein, ou un peu dans le même dans le même fil que les réunions de valorisation. Les réunions investisseurs commençaient par 3 réunions de cadrage de quelles données allaient être présentées, parce que bien sûr on n'avait toujours pas fini les rapports de gestion, donc tout ça se télescopait. Ce que ces données voulaient dire, comment on pouvait les présenter de manière plus ou moins esthétique, quelles étaient les conclusions fortes que l'on voulait présenter, qui allait présenter quoi, etc. Bien sûr, ça également a été extrêmement raccourci et passé en mode bien avec beaucoup plus de valeur ajoutée, hein, parce qu'on s'est retrouvé dès les premières réunions de préparation de ces AGM avec l'ensemble du slideshow prêt, bien sûr en automatique, et donc un vrai focus des équipes sur les messages à présenter, qui allait présenter quoi, et nos AGM ont été radicalement transformés à partir de ce moment-là, parce qu'on a eu du temps disponible pour réellement préparer l'AGM et pas préparer les données de l'AGM. Donc ça paraît, je sais pas si ça parle à l'ensemble des interlocuteurs autour de ce call, mais en tout cas ça a été extrêmement concret pour LBO France quand on a fait à l'époque. Quatrième gain obtenu, je vous disais qu'on avait subi bien sûr des audits de compliance à l'époque. Les audits ont bien sûr été passés haut la main, parce qu'on a été capable de démontrer d'où venaient nos données. Ça, je pense que tout le monde arrive à le faire, parce qu'il suffit de montrer les rapports de gestion de nos sociétés par transparence. Mais après, comment bien sûr on sécurise ces données, c'est comment on fermait en écriture bien sûr les données publiées, comment elles étaient qualifiées, c'est comment on était capable de rendre compte que c'était un EBITDA reporting qu'on avait rapporté dans notre rapport de gestion, et dans le rapport suivant, c'était un EBITDA consolidé, pour rester sur l'exemple de départ. Et donc on a passé ce sujet-là, entre autres bien sûr, mais ce sujet de compliance bien sûr avec pas mal d'aisance. Alors, Laurent, excusez-moi, je me permets de vous couper parce qu'on a encore une démo pour montrer concrètement ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez conclure très rapidement sur ce dernier point? Oui, parfait. Donc c'est sur les facteurs clés de succès que j'ai un peu listé, et en conclusion
sur les conseils pour réussir. Le premier conseil que je peux, s'il doit rester quelque chose de cette histoire, c'est le mode projet. Ne lésinez pas sur la roadmap, le temps de la réflexion et sur la structure projet. Donc soyez jusqu'à être scolaire, c'est-à-dire à nommer un chef de projet, à nommer un sponsor de ce projet, c'est qui sera le client de ce projet-là, à nommer formellement une équipe projet, à vous réunir toutes les semaines, voire parfois tous les jours quand le projet deviendra dense. Donc bien sûr à chiffrer, à projeter, à formaliser le temps de ce projet, c'est extrêmement important. Il y aura des difficultés dans le projet à un moment parce que l'effort devient conséquent pour certains utilisateurs. Et donc le mode projet finalement replace les enjeux, se permet de se rappeler systématiquement ce que l'on vise, permet d'avoir un client de haut niveau et donc quelqu'un qui va être capable d'insuffler le rythme et de rappeler que c'est important d'aller jusqu'au bout. Et ça va aussi permettre de cadrer les décisions, c'est-à-dire que la BI c'est très large, ça va permettre de resserrer parfois vos choix, de faire des choix à court terme et de repousser dans un deuxième temps projet, ce qu'on va appeler un lot 2 ou un lot 3, des choix qui seront pas faits tout de suite, mais qui seront pour le temps futur, pour l'année suivante, quand le début du projet aura été bien digéré par les équipes. Donc le premier facteur clé de succès, c'est réellement pour moi d'être scolaire sur la gestion de projet. Le deuxième facteur clé de sujet, c'est de se faire accompagner. On se le rappelait, mais un fonds n'a pas d'expertise à déployer des sujets de BI. Il n'y a souvent pas de système il y a souvent pas de directeur informatique. Il y a une maturité faible. Les sujets ont vocation l'informatique, ça a vocation à fonctionner. Ça n'a pas vocation à être une difficulté. Donc, il faut réellement considérer de se faire systématiquement accompagner sur ce sujet-là. Et finalement, le temps de la réflexion, c'est le temps du choix de l'accompagnement. Ça a été un tiers des 4 mois qu'on a passé. Ça a été de se rappeler que notre premier choix, le choix finalement assez fondateur, ça allait de savoir qui allait nous accompagner. Donc moi, en montant, on avait commencé le projet par la sélection de l'intégrateur qui allait nous accompagner, notamment dans le choix de la solution. Et donc ça, comme vous l'avez compris, ça a été à l'époque Polaris. Donc voilà, mon vrai conseil, c'est sur la gestion de projet, c'est sur le choix de vos attendus et sur ne pas hésiter à repousser un certain nombre de productions dans un second temps pour arriver rapidement en production avec un outil qui fonctionne. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous a servi. Je repasse la main. Merci beaucoup, Laurent. Allez. Voilà. Alors, Luc, on ne vous entend pas. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour cette expertise. Donc, pour faire très simple, pourquoi est-ce qu'on s'associe avec Polaris? Parce que Laurent l'a très bien dit, c'est que pour déployer un projet, pour implémenter un projet, il faut avoir des intégrateurs qui connaissent parfaitement le métier du client. Voilà, donc effectivement, Gelox comporte 250 partenaires dans le monde, dont Polaris, et notamment Polaris dans le domaine des fonds d'investissement. Très rapidement, Gelox, fondé en 2002 en Allemagne, présent dans 140 pays, et recommandé par un certain nombre d'analystes. Voilà pour Gelox. Je vais parler de Polaris brièvement. Nous, on a un cabinet sur 2 axes, la data et le private equity. Un peu plus de 110 collaborateurs aujourd'hui, des grands noms que nous accompagnons actuellement sur ces sujets-là en France et à l'international. Et on est assez fiers d'avoir un catalogue de solutions un petit peu unique sur le marché, assez adapté à l'environnement contraint du private equity tel qu'il a été décrit par Laurent. Alors juste en introduction, en fait, donc je vais vous présenter une démonstration de ce qui peut être votre future solution pour collecter vos reporting, préparer votre valorisation de portefeuille, effectuer des simulations et rendre compte, comme l'a dit Laurent, rendre compte à vos investisseurs de votre performance. Pour faire ça, on a besoin d'avoir une plateforme qui dispose à la fois d'une connectivité Excel puissante, qui permette de réunifier de la donnée,
qui présente des fonctionnalités de workflow pour sécuriser au maximum la donnée des processus, qui soit disponible plutôt 24/24, 7/7, en tenant compte que les directeurs d'investissement, notamment, sont souvent dans des avions, et qui offre, ce que j'ai écrit ici, une capacité de reporting, tant en interne, pour préparer par exemple le comité de valorisation, que vers l'externe, à destination d'output comme le quarterly reporting ou votre portail investisseur. Et c'est ce qu'on a trouvé, nous, Polaris, de bien dans la plateforme GDocs, c'est cette capacité fonctionnelle. Si on regarde en termes de process métier, en fait, vous pouvez utiliser GDocs tout au long de la vie de votre portefeuille, en amont de l'investissement pour faire des simulations de performance avant d'investir, pendant la vie de la participation dans le process de portfolio monitoring, c'est plutôt ce que je vais présenter, et puis en fin de démonstration, on parlera aussi d'analyse prédictive avec des scénarios prédictifs, du what if, des choses comme cela. Et on a pris l'exercice de faire un petit simulateur Covid, d'impact Covid. La démo, un petit disclaimer au début pour vous dire qu'on va plutôt centrer sur un fonds de private equity de taille moyenne en stratégie d'investissement direct. La maquette est assez simplifiée pour qu'elle puisse se dérouler en quelques minutes. L'idée est plutôt pour vous d'apprécier l'ergonomie que d'avoir quelque chose de très lourd et très complet en webinar. Mais voilà, capacité infinie, je pense, à pouvoir à déployer cette solution sur les process de reporting tels qu'ils ont été présentés par Laurent, mais également de descendre plus en profondeur sur la valuation. On parlera aussi de données comparables, des choses qu'on va montrer dans la maquette, potentiellement tout ce qui est waterfall de distribution et autres outputs. Très bien. Ben, je vais partager l'écran du coup pour vous présenter l'outil. Je te laisse. Alors du coup, je change de casquette. Bonjour à tous, je suis Luc Delady, je suis donc directeur d'investissement dans un fonds qui s'appelle GDocs Polaris peut-être. Voilà, donc j'ai un petit écran d'accueil donc ici qui est assez simplifié. Je vois que je suis en surveillance de 7 participations et puis j'ai des tags colorés là qui me disent que j'ai des choses qui sont en rouge parce que j'ai des reportings trimestriels qui sont en retard. Alors il faut savoir, on va ouvrir l'espace de reporting trimestriel, il faut savoir que j'ai potentiellement été rappelé par un email qui m'a dit qu'attention, j'aurais déjà dû faire mon reporting, parce que comme l'a dit Laurent, pour pouvoir rendre compte et tenir les délais, eh bien on a besoin d'une donnée qualifiée en temps et en heure, donc j'aurais pu recevoir ça par email, j'aurais pu éventuellement déléguer cette saisie à la participation dans certains cas, et je rentre donc dans un processus avec un workflow entre moi, l'équipe d'investissement, patron de l'équipe d'investissement, et puis le middle office pour pouvoir construire une base de données avec du quantitatif et du qualitatif qui va ensuite servir les processus de surveillance du fonds. Donc je me suis connecté à cette participation, donc elle s'appelle Africa Prime. Le reporting est dû pour fin mars. Mon reporting est à faire. J'aurais pu retrouver ici des liens. Par exemple, les autres contacts de la deal team. J'ai voilà, quelques éléments synthétiques sur la fiche, sur la participation. Voilà, je suis en cash direct, implémenté en Afrique du Sud et dans le retail. Alors, tout d'abord, donc j'ai des volets, donc c'est complètement adapté à votre environnement, mais je vais retrouver sur ce petit démonstrateur un petit peu voilà qui est cette participation, fiche synthétique, qui explique un petit peu le secteur d'activité, et je vais rentrer assez rapidement dans le process de reporting avec 3 axes, le quarterly update, le value creation plan, et puis les chiffres financiers qui serviront ensuite au processus de valorisation. Sur le quarterly update, je vais pouvoir consulter tout de suite ce que j'ai saisi sur la période précédente. Donc, période précédente, on était en Q4 2019. La participation m'a rapporté plutôt une bonne performance 2019, mais je suis encore en attente des comptes audités. Donc, quelque chose qui est très important, Laurent l'a bien expliqué. Voilà, un chiffre d'affaires, en dehors de son contexte, il n'a aucune valeur. La question, c'est de savoir quelle est la fiabilité de l'information qui est reportée. Donc là, je constate que je suis en attente de mes comptes audités. Et puis, petit événement opérationnel, visiblement, en Afrique du Sud, je suis un petit peu en retard sur mes performances et j'ai un directeur, j'avais déduit, enfin, construit avec ma participation qui avait un petit plan d'action pour recruter un nouveau directeur des ventes là-bas. Q4 2001, donc je mets à jour mon reporting, bon, plutôt une bonne performance Q1, on est toujours sur du reporting, et puis j'ai un nouveau
directeur commercial qui arrivera fin mai. Je peux mettre ensuite à jour mon plan de création de valeur. Donc j'avais donc trimestre précédent, on avait fait une croissance externe, on avait une stratégie de partenariat à mettre en place. Je peux mettre à jour. Donc j'ai 2 nouvelles cibles potentielles que j'ai identifiées en croissance externe. Et puis j'ai entamé une discussion stratégique avec Coca-Cola sur Q1 2020. Voilà, donc des éléments plutôt narratifs pour pouvoir construire, alimenter un petit peu l'histoire de la vie de la participation. Sur l'aspect quantitatif, nettement plus important, et j'ai envie de dire c'est surtout là qu'on attend les logiciels GDocs. Alors je vais pouvoir consulter le Previous Forecast, je vais commencer par celui-là. Le Previous Forecast, c'est ce que j'ai construit le trimestre précédent, donc fin 2019. Donc j'ai de la donnée 2018 qui est auditée, puisqu'elle est publiée courant d'année 2019. J'ai de la donnée 2019 qui a été reportée par ma participation. Et puis, j'ai constitué fin 2019 un premier business plan qui correspond à une vue de la performance de ma participation pour l'année 2020. Donc, je suis au 31 mars. Je vais faire mon reporting mars. Ici, que j'ai pris ici. Donc, j'ai mon reporting re-estimation ici. Et puis, j'ai le previous forecast juste en dessous. Donc, fort d'une bonne performance sur Q1 que j'ai pu consolider, là, l'outil de saisie ne permet pas de saisir par quarter, mais on pourrait très bien descendre à cette maille. J'ai juste engagé une ressaisie, une réévaluation, j'ai réestimé mon business plan. Je suis là sur la base d'une surperformance attendue en 2020 de 6,5%, ce qui me donne de nouveaux KPI en termes de revenus, de marge et d'EBITDA. Une fois ce reporting fait, je vais pouvoir le soumettre en validation et l'envoyer au middle office pour qu'il puisse être revu. Il y a tout un système de navette qui se met en place avec le middle office, potentiellement pour compléter, apporter des pièces jointes et documenter autrement plus fortement que par ces quelques éléments narratifs. Mais c'est un peu l'esprit que je voulais vous montrer. Côté middle office, je me connecte à une sorte de cockpit qui va me permettre de faire le process evaluation. Process evaluation, Laurent nous l'a expliqué, dans sa vie précédente, c'était potentiellement 1, 2, 3 réunions. Là, on pense effectivement qu'avec ces outils-là, on va être capable de collecter en amont et préparer la donnée pour qu'on puisse accélérer, en tout cas fiabiliser la durée pour ce processus. Donc sur cet écran, je vais tout simplement présenter en fait les valorisations collectées et validées le trimestre précédent. Là, on est sur un fonds qui a priori fait une valorisation tous les trimestres. Ça pourrait être semestriel comme processus. Pour chaque ligne de participation, j'ai un statut suivant que le comité a statué sur la validation de la valorisation ou non. Et puis, je retrouvais mes indicateurs. Donc, les éléments de ma participation sont montés ici, sales et EBITDA. Je retrouve la méthode de valuation. J'ai mes valuation metrics, voilà, qui sont ici. Et sur la base du pourcentage of ownership, je peux calculer ma NAV et les différents composants. Quelques indicateurs qui me permettent de suivre, voilà, d'un trimestre sur l'autre, assez rapidement, quelque chose de simple et très visuel, la création de valeur sur mon portefeuille et puis les lignes qui sont les plus en difficulté. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Pour bien évidemment, pour chaque ligne, si je suis habilité en tant que valuation officer, je serai à même d'invalider, donc de modifier ou de valider. Bien évidemment, ça c'est la version, on va dire synthétique. Derrière chaque ligne de ce portefeuille, il y a forcément un modèle de valuation qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé. Et en soi, ici, on ne fait que valider la description complète de la méthode de valuation serait faite dans un sous-processus, sans limitation. Avant de changer d'écran, je voudrais montrer la leçon de comparable. Donc là, j'avais ma participation au portefeuille, Africa Prime, continent africain, plutôt dans le retail. Donc, je vais pouvoir récupérer voilà, mes comparables en provenance de Capital IQ. Voilà, et donc je vais pouvoir, alors j'avais fait tout à l'heure, voir que ma ligne, donc c'est ici, je cherchais mes metrics. Voilà, en termes de metrics,
Du coup, j'ai perdu l'écran, mais juste dessous, je vais recliquer dessus. Mes métriques, voilà, 10,27 en EBITDA, en multiple, et 0,84 en revenu. Je reclique ici, je récupère. Voilà, je vois que je suis assez cohérent. Si je prends par exemple Auto Hall ici, bon, c'est Maroc, par exemple, et voilà, je suis sur les mêmes échelles de multiples. Et je pourrais aller beaucoup plus loin, bien évidemment, et utiliser même cette donnée-là en amont dans la validation. 2 écrans avant de me faire couper par Laura. Un peu de BI comme l'a proposé Laurent. Voilà, du coup, je récupère quoi? Je récupère toute la valorisation de mon portefeuille quand je réintègre et quand j'unifie mes flux de cost, de coûts d'investissement et de dividendes pour retrouver ma valeur. Ça me permet de produire le cash, le multiple de cash et potentiellement l'IRR. Voilà, et ça me donne une valeur de portefeuille dans le temps assez facilement, puisqu'on est sur un cube multidimensionnel. Un petit focus pour nos LPs, si on veut publier ça sur un portail, je peux produire un petit peu de reporting autour, par exemple, de l'exposition. Là, on est sur des expositions par géographie. Je peux avoir une exposition par devise ici. Ça ne s'affiche pas très bien, mais je peux voir sur quelle est mon exposition par devise. Et bien évidemment, c'est dynamique. C'est-à-dire que si je cherche à savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord. Oui, donc j'ai supprimé l'Amérique du Nord, pardon. Je clique ici, Amérique du Nord, North America. Voilà, sur North America, en fait, j'ai une seule compagnie en portfolio. C'est une magnifique fintech IT et je peux suivre un petit peu en focus, en drill down là-dessus. Il me reste 1 minute, Laura, pour présenter la partie simulation, puisque là, j'ai eu le temps de faire à peu près tout le tour. Hein. Je suis parti d'un directeur d'investissement, je suis passé par le valuation officer, je suis arrivé sur le reporting OLPs, potentiellement les données que je vous ai montrées pourraient être exportées dans un quarterly reporting. Un petit écran de simulation. La simulation Covid, donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a importé la data live tous les jours, mise à jour, qui sont c'est un petit peu anxiogène, excusez-moi, les KPI de la propagation de l'épidémie dans le monde. On a linké ça, on a relié ça avec les pays, entre guillemets, des holdings dans lesquels on a imaginé un petit simulateur. Donc, il pourrait s'appuyer sur des concepts un petit peu, des concepts de projection en fait d'activité à moyen terme. Moi, je pense personnellement, en tant qu'analyste, que le retail à Mexico va être particulièrement touché. Donc, j'ai mis des taux assez forts de déperdition de business. À l'inverse, notre fintech américaine, il y a des choses qu'elle se porte bien et j'ai mis des taux un peu plus conséquents. L'intérêt de ça, c'est pas tant la technique du simulateur qui est finalement assez simple, c'est que à gauche, c'est rafraîchi tous les jours et il y a une multitude de connexions, et à droite, je peux enregistrer ces scénarios, les scénariser et potentiellement les représenter, soit les présenter à mes investisseurs, soit surtout les représenter et les ajuster dans le temps. Merci, j'ai tout dit. J'avais un dernier slide éventuellement pour juste conclure la partie démo, avant de laisser les questions-réponses arriver. Quelque chose qui sert juste à faire la synthèse et le temps, voilà. Si les gens peuvent commencer à éventuellement poser leurs questions dans le chat. Oui, on a déjà une question de la part de Laurent, mais Luc, vous pouvez terminer. Simplement, la conclusion de la démonstration, c'est que il faut une base unifiée qui soit plutôt analytique et multidimensionnelle. Donc, multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir l'axe temps, les KPI par participation, la notion de qualité de la donnée. Il faut collecter et contrôler, c'est extrêmement important. Donc, on va partir des comptes audités, des reportings, des business plans. On a cette capacité à venir chercher les données extérieures, Open Data Covid, les comparables. Et cette donnée, on va la partager dans des outputs qui sont multiples et variés. Question de Laurent, on peut la poser, Laurent ? Très bien, merci beaucoup Luc. Alors nous avons légèrement dépassé sur le temps, mais voilà, on va vous laisser la parole dorénavant. Donc on a une question déjà de Laurent qui nous demande comment traitez-vous le reporting ESG ? Alors sur le reporting ESG, la réponse est simple. Aujourd'hui, moi, les fonds avec lesquels je travaille, je suis plutôt équipés de solutions ad hoc. Il y a des noms comme Flaminem et des choses comme ça. Sinon, en fait, la solution permet si vous avez déjà mis en place des mécanismes de reporting avec des templates particuliers, la solution permet d'un côté de récupérer des indicateurs de vos participations et voire même que ce soit vraiment eux qui les remplissent et que ça ne retombe pas sur l'équipe d'investissement qui a par ailleurs beaucoup de travail. Et puis, on s'est adressé dans la solution l'import des données de référence pour pouvoir benchmarker vos participations sur les ESG.
Voilà, mais l'esprit de cette solution-là, c'est quand même plutôt de s'adapter à vos processus que l'inverse. Très bien. Merci beaucoup, Luc. Alors, je m'adresse encore à tous les participants. Je ne sais pas si peut-être Laurent veut commenter aussi cette réponse-là, sur ce que j'ai fait sur le ESG. Je ne sais pas si, Laurent, dans votre vie, dans ta vie, tu as... Oui, nous, on l'a traité également comme Luc le décrivait. Alors, c'est que le ESG, c'est très, très large comme sujet, hein, parce que c'est très quali et ça peut être très quanti aussi. Donc, mais c'est à mon sens quand même 90% de quali. Qui sont quand même une série d'engagements du fonds de discuter, de pousser sur les sujets ESG avec ses participations, donc de faire des due diligence systématiques en ESG, d'être capable de le démontrer, de vendre les sociétés ensuite systématiquement également avec un rapport ESG vendor à la sortie, et entre les deux d'être capable de démontrer que les sujets ESG il y a eu un réel effort sur les sujets ESG. Alors c'est très vague, hein. Mais pour faire un rapport ESG, il va falloir être capable de démontrer qu'on collecte de la donnée. Donc ça, typiquement, un cube est parfaitement adapté à ça, parce qu'on peut collecter tout type de données dans tout type d'unité, bien sûr, et bien sûr les agréger et les benchmarker. Donc ça, c'est ce qu'un cube fait très très bien. Et après, on peut qualifier ces données, c'est-à-dire derrière chacun des indicateurs, coller du quali, c'est-à-dire du texte, hein, sur les plans d'action en cours, sur chacun des sujets. Donc un cube fonctionne très bien. Après, il aura sa limite sur comment je démontre que j'en parle systématiquement dans mes conseils de surveillance avec mes managers, que c'est un sujet d'attention permanent et que ça a surtout été un sujet de création de valeur. Et ça, pour moi, c'est un peu dans le rapport et dans le packaging de tout ça qu'on est capable de le démontrer. Moi, j'ai un peu rasé haut comme best practice sur le sujet, qui a un rapport extrêmement complet sur ces sujets-là. Et oui, quand on voit un rapport comme ça, on se dit, bah oui, il se passe forcément quelque chose derrière, quoi. Donc je pense que le ESG, c'est un croisement de données bien traitées, bien rapportées, et derrière d'équipes motivées pour rendre compte de tout ça, quoi. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, hein. N'hésitez pas, mais bon, voilà, il est déjà 10h22. N'hésitez pas encore à vous poser vos questions. Toutefois, voilà, je passe la slide suivante. N'hésitez pas, voilà, à nous contacter aux adresses mail indiquées sur ce slide si vous souhaitez davantage d'informations ou si vous voulez creuser davantage la démo pour avoir une démo un petit peu plus personnalisée. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition. Donc, pour information, la session a été enregistrée et vous recevrez d'ici quelques heures le replay du webinaire et les slides de présentation. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va le webinaire. Voilà, je voulais encore une fois remercier Laurent, Luc et Romain pour cette belle présentation. J'espère qu'il a suscité beaucoup d'intérêt chez nos participants. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer. C'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci Laurent.